Salut les amis. Alors, ce soir, on est à Ibiza, au Bistro Campa, et je suis avec Johan Space. Alors, Johan, merci d'avoir accepté l'interview. Y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Donc, Johan, on a fait connaissance, en fait, c'est grâce à Actarus. On s'est rencontrés au Pikes, et on a sympathisé. Et effectivement, il a pas mal de choses à nous raconter. Donc, Johan, je vais faire comme d'habitude, si tu peux, s'il te plaît. Quelles ont été tes influences musicales, peut-être même avant la techno, tout ça? Alors moi j'ai eu la chance de grandir avec un papa qui était dans la musique, il était guitariste et chanteur aussi, et donc j'ai eu accès très tôt à des instruments et surtout à une discothèque vraiment très complète. Il m'a fait une éducation complète au niveau de tous les dimanches matins, il me mettait un casque sur les oreilles au lieu de regarder la télé. Donc il y a un week-end c'était la complète des Beatles et après c'était l'intégrale des Pink Floyd, et donc à 10 ans j'avais déjà une culture musicale assez dense quoi. D'accord. Et donc bah, petit à petit j'avais pas le droit de toucher la guitare, mais j'ai touché quand il était pas là. Et puis j'ai commencé avec la guitare et puis voilà, après je suis passé aussi à des influences de mon époque, hein. J'ai pas écouté que des choses bien, on est passé par les années 80, les années 90, et je suis très vite arrivé au hip-hop premièrement. J'aimais beaucoup, j'ai pas été actif à ce niveau-là, enfin j'étais graffeur, hein, j'étais dans le mouvement, mais pas actif au niveau musical. Mais avec cette envie toujours je sais pas, une attraction vers la musique. Et donc après j'ai connu en 92, j'ai commencé à connaître les rave parties. Le hip-hop, c'est à partir de quelle année que tu as commencé et quel type de hip-hop? Hip-hop hardcore, moi je viens de la banlieue, d'un endroit pas très joli on va dire. Et donc j'écoutais beaucoup de hip-hop hardcore, j'ai commencé par beaucoup de français, du hip-hop français, et aussi bah, après j'étais amené à écouter du hip-hop américain aussi, sachant que la côte ouest j'aimais pas trop le hip-hop qui était un peu plus mielleux on va dire. Et j'étais beaucoup sur la côte est, ouais, des groupes comme Nas, j'écoutais Public Enemy beaucoup aussi. Le hip-hop pour moi c'est un langage de la rue, donc on va dire. Je te parle du hip-hop avant que les mecs ils soient dans des bagnoles et avec des gonzesses et du pognon machin. Avant la période Bling Bling où tous les artistes venaient de la rue, et donc tous confondus quoi, Ministère Hammer, j'ai beaucoup écouté NTM, le hip-hop. Mais le hip-hop, ça a été un à côté à l'électronique. L'électronique est arrivée, et j'ai eu la chance d'être connecté à des gens qui étaient vraiment très actifs dans ce milieu. Et ouais, c'était génial. Mon aventure elle a commencé en 82. J'ai commencé à organiser ma première rêve, j'avais 17 ans en 93. Et on a eu 2000 personnes. Et voilà, l'aventure elle est partie comme ça, et j'ai rencontré les Spiral Tribe. Ils sont venus à partir de, comme je te dis, entre 92 et 93, ils ont migré vers Paris. À ce moment-là, Paris, tout était possible. Nous, quand on organisait des rêves, on venait avec une pince Monseigneur, machin, enfin, personne, et on rendait les lieux encore plus propres que quand on les a rencontrés. Et tout était possible. Même les flics, quand ils venaient, ils savaient pas quoi faire de nous, quoi. Ils nous demandaient ce qu'on faisait là, et bah, on disait, bon, voilà, nous on s'amuse, et ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait, quoi. Ils savaient pas quoi faire de nous, donc tout était possible. Et comme je te dis, on arrivait avec une rêve. On a eu 2000 personnes parce que ce soir-là, il y avait 4 autres rêves qui ont été annulés. Donc, il restait plus que la nôtre. On n'était pas préparé à recevoir 2000 personnes. Mais donc, on a eu un article dans le journal, machin, et ça a un petit peu boosté l'histoire. Et voilà, après, nous, avec mon crew, quoi, entre guillemets, on est presque tous les week-ends, on organisait. Est-ce que tu peux nous donner le nom du crew? Est-ce que tu te souviens du nom de cette rave? La rêve n'avait pas de nom, c'était je te dis, le flyer qu'on avait photocopié. Et le crew, c'était Amphibie Sound System. Ce qui veut rien dire, il y a pas eu de suite, hein. Ça a été un coup de, tu vois, il fallait qu'on trouve un nom, quoi. Donc, ouais, je sais pas, amphibie, je sais plus comment on a trouvé ça. Après, je sais pas combien de joints et de bières. Mon nom à cette époque-là, c'était Atome, qui est mon nom de graffeur aussi. J'ai vite changé parce que j'ai mis ce truc-là, le truc d'organiser des rêves au sérieux, et d'être DJ aussi au sérieux, et de produire aussi au sérieux. Et j'ai gardé donc mon nom de graffeur pour la côté. Et après, bah, j'ai commencé ouais, à m'appeler bah, Johan Space, parce que voilà, c'est une partie de mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Spacegère en entier, mais le Space, tout le monde m'appelait Space parce que j'étais spé aussi, j'étais spécial. Et voilà quoi, enfin, l'aventure a commencé comme ça. Ma première rêve, je me souviens, on était avec tout mon groupe de graffeurs, de banlieusards, machin, et ce soir-là, on devait sortir sur Paris, et j'avais eu la chance d'avoir un flyer, je me souviens plus comment. Et je dis, moi, je bouge pas. Je me suis arrêté dans la rue de Paris. Je dis, je bouge pas, je m'en fous, je bouge pas. Si on va pas à cette rêve, on va à cette rêve. On était à côté du lieu de rendez-vous qui est à la Nation. Et voilà, on s'est embarqué dans une navette sans savoir où on allait. Et, il y avait Pac-Man, Sonic, enfin toute la clique de FG à cette époque-là, quoi. Et ça a été une révélation, quoi. C'était une révélation. Je savais même pas danser, je savais même pas comment ça se dansait, tu vois. Je suis arrivé là-dedans, c'était.
Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, avec des sons acides, des machins. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est ça que je veux faire. C'est ça mon futur. C'est ça. Alors les disques, tu les achetais où? Comment ça se passait? Ah, moi, c'était bah, comment dire, le fief, quoi, à Paris, Bastille. Il y avait Roof Trade, qui était plutôt basé housey, et il y avait après, moi, mon point, c'était Techno Infra. J'allais tous les jeudis, et Mazen, que je connais très bien, il nous disait, les gars, venez le jeudi matin, je reçois tout le jeudi, quoi, entre le matin et le midi, et, voilà. Et à la fin, il nous mettait même des trucs de côté, sachant ce que, tu vois, parce qu'on écoutait un peu. Et ouais, on allait tous là-bas aussi pour les flyers, pour savoir ce qui se passait le week-end. C'était un lieu de rencontre, c'était plus qu'un magasin de disques à la finale, quoi. C'est un lieu de rencontre, et on se croisait tous là-bas, quoi, en fait. Bah, après, il y a eu d'autres magasins, il y a eu Hocus Pocus, mais qui était beaucoup plus dur. Tu parlais de style justement, parce qu'à l'époque c'était assez ouvert, mais il y avait quand même chacun avait ses préférences. Il y avait les trance, house, techno, hardcore, progressive, tout ça. Toi, t'étais plutôt quel crew entre guillemets? Et ben, le truc, c'est à cette époque-là, les rêves, ça commençait chill out, et on passait par tous les styles, jusqu'au lendemain, midi ou soir, ça dépendait, mais c'était ça qui était génial. C'est qu'il n'y avait pas qu'un style aujourd'hui où tu as de la musique au kilomètre, et pendant 10 heures, tu as ce style-là, ou ce style-là, ou ce style-là, et c'est super fermé, les gens sont super fermés quand tu viens pas de ce style-là, enfin, tu leur mets une autre musique, ils te jettent des canettes, enfin, j'image, mais. Donc c'est ça qui était cool, on a tout connu, et j'ai commencé, les premiers disques que j'ai achetés, c'était du hardcore, hein. Enfin, comment, acidcore, hardtech, hardcore, les Mokum Records, j'ai les premiers. Je tapais aussi dans les, comment ça s'appelle, ce qu'on appelle la transcore. Enfin, c'est un peu disparu comme style. Il y a trance dedans, mais c'était pas de la trance, c'était une espèce d'un mélange de techno, de progressive et de. Bah, après, oui, comme tout le monde, j'essaie de trouver tu vois, mon créneau. C'est un pote, un ami, je sais pas si tu connais DJ Orphée. Il était à Salinas, il bossait à Salinas à cette époque-là, avec Guillaume la Tortue. Oui, oui, oui. Et c'est lui qui nous a filé un flyer un jour, il a dit, mais les gars, arrêtez d'aller en free party, il y a un autre truc, c'est la trance. Je dis, mais la trance, pour moi, la trance dans ma tête, c'était un truc peut-être chill out, hippie, machin, c'était pas trop mon délire. Et on y a été, et j'ai pris une claque. On est tombé sur une Gaïa, enfin, Ah oui, oui, c'était oui. D'ailleurs. Techno Invaders, Mhm. et ça m'a fait voyager ce jour-là, mais, et donc du coup, j'ai eu un changement radical, on va dire, quoi. J'ai toujours continué à aller dans les Technival parce que c'est ma source, les Technival et les grosses, les free parties, quoi, on va dire. Mais j'ai basculé dans j'ai cherché ma trance à moi, quoi, on va dire. Donc c'était ni Goa ni Dream. La Dream, je détestais, quoi. Et c'était une espèce de trance. Enfin, moi, il y a un fond techno, quoi. Il y a un fond techno il y a toujours eu un fond techno dans ce que j'ai joué, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme tu es un compositeur, on va en parler. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment tu as passé du organisateur, donc rêveur, organisateur, DJ, à ce besoin ou cette envie de créer de la musique. Est-ce que tu peux me développer comment, avec quoi, comment ça s'est passé, le début de la création? Ça s'est fait automatiquement, et tout est venu à peu près au même moment, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on composait dans notre coin avec, moi, ma première machine, c'était une 303, quoi, la Roland. TB, Non, pas la TB. la MC, La MC, ouais. La TB, on l'a eu plus tard. la Workstation ou MC 303 qui permettait de faire plein de choses. Je l'ai toujours d'ailleurs, cette même machine, je l'ai toujours avec mes premiers lives dedans, quoi, et je la vendrai jamais. Mais c'est venu naturellement dans le sens où, comme je te dis, on avait un point de rencontre chez les parents d'un pote qui avait un sous-sol, machin, et on avait acheté des enceintes chapiteaux, ce qui s'appelait comme ça, c'est des enceintes qui font 2,50 m de haut, quoi. Donc on se rejoignait tout le temps là-bas pour bosser. Après le jeudi, le fameux jeudi où je séchais les cours pour aller acheter des disques et après aller chez mon pote, quoi. Et puis ensemble, on a une opportunité d'acheter donc la 303, et on a mis un peu de thunes. On a tous apporté la pièce, quoi. Et on a acheté ça. C'était là, quoi, tu vois. On a appris petit à petit à s'en servir. Et tout d'un coup, moi, j'ai eu envie d'arrêter de mixer la musique d'autres gens, et d'essayer de créer. Bon, c'est laborieux, hein, ce que j'ai fait au début. Si tu écoutes le premier lab, mais ça marchait, tu vois. Parce que, comment dire, le public était très indulgent à cette époque-là. Et dès que tu mettais un peu d'âme dans ta musique et un truc qui fait voyager, quoi, voilà, ça marchait. Et je me suis toujours basé aussi sur autant quand je mixe ou quand je produis, je pense au mec qui est au milieu du dance floor et qui est en train de triper à mort, qui est dans son monde. Et je pense toujours à ce mec-là pour produire et tout ça, quoi. Parce que c'est ce que moi j'aurais bien aimé entendre, voilà, ce que j'aimerais bien entendre sur le dance floor, c'est ce que j'essaye. Alors je te dis pas que j'y arrive, mais c'est ce que j'essaye de reproduire, quoi.
Et donc voilà, ça a commencé avec la 303. Après, on a eu un Atari avec Cubase. Bah alors, c'était horrible, hein. Moi, je te dis, j'ai lâché l'affaire très vite parce que c'était infernal. Mais ça a pris des années, si tu veux, pour que je passe du produire, entre guillemets, dans mon garage avec mes potes et sur nos rêves, à finir par un petit live d'une demi-heure, 40 minutes. Ça a pris des années pour que je fasse à aborder, à avoir le courage et à croire assez en ma musique pour aborder des labels et essayer de sortir, quoi, tout simplement. Et on a eu un sampler aussi, un Akai. Et c'est pareil, c'était l'enfer. Donc voilà, j'ai décidé d'investir un peu dans l'informatique, on va dire. Et de passer, je me souviens, je me suis enfermé, je sais pas, peut-être 5 mois ou 6 mois dans ma piole à faire que ça, quoi, pour comprendre Cubase, pour comprendre la logique Cubase. Alors, des morceaux qui sont sortis, tes expériences, les labels, on en avait parlé un petit peu justement, si tu peux aborder ça. Donc j'avais un groupe qui s'appelait Infrajazz aussi, où je commençais à mettre des instruments dessus. Et ah oui, c'est Choco Flash. C'est un label parisien qui a disparu. Après, moi, je suis passé direct, je faisais en parallèle, juste au moment où la Minimal a fait le grand boom en France. J'étais au bon endroit, au bon moment avec la bonne musique. Donc, ce qui nous a boosté aussi. Et donc, on est sorti, on a fait, je sais pas combien de EP chez Kumkat Records. Et donc, après, voilà, de Kumkat, je sais plus, on a fait ouais, c'est ça, j'ai samplé des trucs de métro, des bruits de métro. Et je me suis dit, celui-là, je vais mettre la trompette dessus. Et on a fait ça, tu vois, avec des bruits de métro. Enfin, on a fait un genre de hippie. Donc, il y en avait un qui s'appelait Métro, donc, justement, et l'autre qui s'appelait Jeudi Noir, sur lequel j'ai fait un clip, ça, avec deux bouts de ficelle et un carton, quoi. Et mine de rien, bah voilà, il y a eu beaucoup de vues. Et Oxia, que je connaissais sans connaître aussi comme lui, on s'est croisés mais des milliers de fois. Moi, je le suivais quand il s'appelait Funky Data avec Kiko. Et on a envoyé, je sais plus combien de labels. Je me souviens même plus si je l'ai envoyé. Je crois même pas que je l'ai envoyé à lui. C'est lui qui a vu la vidéo et le métro, qui a une identité très parisienne, l'a intéressé, quoi. Il nous a contacté et c'est comme ça qu'on est sorti sur Good Life, quoi. Et donc je te dis, on est le GL32. Et puis de là, bah, je suis sorti sur une compile japonaise, sur une compile aussi aux États-Unis. Après, j'ai fait beaucoup de beatport, quoi, de sorties numériques parce que c'est beaucoup plus simple et plus facile. Et comme tu sais, le vinyle coûte très cher. Oui. J'ai pas énormément de vinyles, mais je dois avoir 5 ou 6 vinyles à mon actif, quoi. J'ai croisé énormément de DJ. Par exemple, j'ai joué sur DJ Gregory au bain-douche. Sur un malentendu. Tout se passait sur des malentendus à cette époque-là. Tu vois, tu étais présent au bon moment, au bon endroit. Ouais. Et voilà, c'est que des coups de chance, entre guillemets, quoi. Mais voilà, après, ma vie d'artiste, elle a fait comme ça, quoi. En 2010, j'ai perdu quelqu'un de très important dans ma vie, de ma famille, quoi. Et donc, j'ai eu presque 10 ans pas d'inactivité, mais je me suis consacré seulement au DJing. Et je suis venu ici, en fait, vivre. La 15e année, ouais, et je te dis, je suis venu parce qu'il fallait que je m'en aille de la banlieue. Et je me suis dit que ma vie, elle était autre part que dans une banlieue mal fréquentée où soit t'es un bourreau, soit t'es une victime. Et je suis pas une victime, mais je suis pas non plus un bourreau, j'aime pas, tu vois. Donc, je suis parti pour me consacrer entièrement à la musique, quoi. Et donc, entre-temps, parallèlement à tout ça, j'ai toujours aimé les instruments acoustiques et la musique acoustique. Donc, ça m'a pris des années pour joindre les deux et ça s'est fait ici, hein. C'est fait ici parce que j'ai commencé par la trompette sérieusement. Après, la flûte est venue naturellement derrière et le sax parce que j'ai perdu. En fait, voilà, la personne que j'ai perdue, c'était mon oncle qui s'appelait Mano Solo. Je sais pas si tu connais. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai grandi, on a grandi, on était très, 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 très proches. On était aussi amis et il m'a toujours mis aussi dans le bain de musiciens. Et je suis parti faire une tournée avec lui. Il m'a dit si tu me vends les t-shirts au début et à la fin du concert, je te donne la première partie. Tu fais ce que tu veux. Ah, excellent. Et donc à ce moment-là, j'étais pas au point pour faire de la musique, donc j'ai fait un one-man show. Je sortais des cours Florent, j'ai fait les cours Florent. Ah, purée, c'est énorme. Je découvre là, avec vous. J'ai fait un one-man show comique, quoi, tu vois, mais au culot, quoi. Au culot, parce que j'avais rien écrit. Je me souviens, le premier sketch, j'ai écrit dans le bus avant la première date, quoi. C'était une catastrophe, le premier. C'était 1 an et demi de tournée, et petit à petit, en fait, voilà. Et c'est là, sur cette tournée que moi, j'étais tout le temps avec les musiciens. Et le trompettiste, je dis, putain, la trompette, c'est un truc que j'aimerais bien essayer, quoi. Il a regardé la trompette, il m'a regardé, il m'a fait, tu sais quoi, je te la donne, si dans 4 mois, tu arrives à monter sur scène avec nous et jouer un morceau. Il m'a dit, elle est à toi, si tu arrives. J'ai bossé la trompette 6 heures par jour, et j'ai joué avec eux un morceau sur scène, quoi. On a notre ami Actarus qui est là en train de faire ses vidéos. Regardez, c'est en direct. C'est qui ça? Le morceau là? Ah, Napoléon, il sait, lui, hein.
Ouais, mais moi, tu sais, je suis pas très. Cutler, it's yours. Ah. Bon, le DJ, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Je fais mon tour, je fais mes vidéos. Je suis fatigué un petit peu. Et j'ai tous mes potes. On te voit pas. C'est Voilà. Mais génial. non, là, viens là. Mais non, viens près de moi. Trop lourd. Voilà, comme ça. Voilà, c'est là qu'on te voit. J'ai décidé de plus me raser jusqu'à la fin. De la fête de quoi? De la journée? Non, peut-être demain, mais bon. C'est cool ici, hein. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien. Ah, c'est de la bonne fatigue, ouais. Avec lui, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on continue. Donc voilà, enfin, je te racontais mon expérience sur la tournée. Donc la tournée c'est fini. Et je me suis dit, merde, c'est con que ça s'arrête là. Il faut que je fasse quelque chose de cette trompette, de cette nouvelle ouverture et cette proximité de tous ces musiciens qui m'ont appris énormément sur un an et demi de tournée. On était tout le temps ensemble, quoi. La flûte est venue aussi naturellement parce que j'adorais la flûte et que c'est un cadeau. On m'a offert un cadeau. Pareil, j'ai parlé de la flûte. On m'a offert une flûte Yamaha et j'ai commencé avec une petite radio locale Valley FM à côté d'où j'habite, qui cherchait quelqu'un pour remplir la grille, quoi, si tu veux. Et on s'est proposé avec mon pote qui est là, Get, qui est DJ aussi. Et je lui dis, vas-y, on culot, quoi, comme d'hab. On y va, tu joues et moi je joue par-dessus toi, quoi. C'était pas terrible au début, mais à force de jouer et de jouer, il y a des gens qui se sont greffés, une chanteuse, un guitariste, un percussionniste. Et ça a commencé à prendre un peu d'ampleur. On a commencé à jouer pas mal à Paris. Et donc on s'appelait Infra Jazz. Ce qui est intéressant de savoir, c'est comment, à Ibiza, vu que toi, tu étais dans ton milieu parisien, comment tu as fait ton trou, en fait? Bah, comme d'hab, au culot. Je suis arrivé, je me suis entouré que d'Espagnols. Je parlais pas, quasiment pas espagnol. Mais je voulais pas rentrer de ça ici. C'est très facile il y a du ghetto français partout, quoi. C'est les gens qui se retrouvent qu'entre français ou qu'entre anglais et qui ne font pas l'effort, si tu veux, d'apprendre la langue et tout ça. Donc j'ai décidé justement de m'écarter de tous les français. Et j'ai galéré pendant 4-5 mois, voire 6 mois à être à l'aise. Mais j'ai une facilité avec les langues qui a fait que, au bout de 6 mois, j'étais bon. Et donc aussi rencontrer des gens comme d'hab, hein, la chance quoi, d'être en contact avec des musiciens qui étaient déjà implantés ici. J'ai commencé par l'acoustique, dans un groupe enfin, électroacoustique on va dire. Et après mon premier boulot ici, c'était en bas à la plage là, petit à petit, en jouant par-ci par-là. Mais petit à petit, même si aujourd'hui, comme je te dis, bah, j'ai même joué au Space avant qu'il ferme, quoi, tout ça, Destino, mais j'ai pas fait les grands clubs. J'ai pas réussi, si tu veux, à rentrer l'élite. Oui, le Star System, un peu, j'y reviens. Voilà. Dans l'élite, j'ai pas réussi à rentrer, j'ai pas vraiment non plus essayé, quoi. Mais Oxia m'engueule des fois. Oxia, quand il vient jouer, qu'il m'invite, il m'engueule, quoi. Quand il venait au Space, il me disait, mais putain, mais t'es con, quoi. Pourquoi t'es pas avec moi en train de faire un back-to-back? Je dis, bah, parce qu'on n'a pas le même nom, quoi. Et le même parcours et machin. Et c'est vrai que des fois, j'ai regretté, mais je suis toujours resté intègre, si tu veux, à moi-même. Et là, tu as des résidences, parce que en fait, quand même, tu fais ta musique, c'est que tous les combien là, en termes de régularité, de. Ça s'est calmé, mais jusqu'à fin septembre, je jouais au minimum 4 fois par semaine. Minimum. Il y a des semaines où j'étais assis 6 fois par semaine, quoi. C'est un plaisir de jouer, quoi. Toi, aujourd'hui, tu te sens bien, tu as l'air épanoui, tu as l'air de vivre ta vie, d'être à ta place, quoi. Exactement. Je suis très fatigué parce qu'on est en... mais ouais, je suis content. Et donc j'ai monté mon label aussi. Je me suis remis un peu à fond sur le label. Et donc il s'appelle Schattenkatze. C'est un label, je l'ai ouvert en Allemagne. C'est un rêve. Non, c'était un rêve d'adolescent. Je me suis dit, si un jour j'ouvre un label, j'aimerais que ce soit en Allemagne. Parce que la mec de l'électronique. Et donc justement, parce que je suis à Ibiza, je me suis dit, en Allemagne, c'est parfait. Ça a déjà été fait 10 000 fois, mais de faire un espèce de pont entre l'Allemagne et Ibiza, quoi, avec un échange d'artistes et tout ça. Et donc, du coup, bah, j'ai sorti le premier EP il y a 1 an, je pense. Donc là, justement, mon manager et associé dans le label arrive demain. Demain, il vient me voir jouer où je joue. J'ai encore une dernière résidence ici dans le quartier, hein. Et il m'a dit, on sort ton EP, on le sort là. C'est bientôt mon anniversaire, donc on fait ça presque pour mon anniversaire. Et j'ai déjà le troisième qui est déjà prêt. Mais le troisième, comment dire, j'ai passé comment dire, une marche, quoi, on va dire, dans la production, le fait de m'y remettre. Et je pense que le prochain EP mérite un vinyle. Donc, je vais recontacter tous mes contacts à l'ancienne, quoi, et essayer de sortir sur un label qui a un peu plus de poids que le nôtre, parce que le nôtre vient d'ouvrir. C'est ce que j'ai décidé maintenant. Toutes les productions que je vais faire, je vais les proposer d'abord autre part. Et si ça marche pas, je la sors sur mon label, il n'y a pas de problème. Et parallèlement à ça aussi, j'ai mon ami pianiste avec qui je joue depuis des années, on a décidé de faire un album.
il y a un mois ou deux, on a décidé de faire un album. Je me suis dit, attends, j'ai un label, autant s'en servir, quoi. Et de faire notre album. Moi, j'ai des morceaux qui dorment dans mon ordi depuis des années qui sont bons, enfin, pour moi, quoi. Et j'ai aussi mis mes tripes et des émotions, mais qui sont insortables sur un EP, quoi. C'est plutôt des trucs que tu écoutes chez toi. Enfin, j'en parlais avec Oxia, justement, il me disait le premier EP qu'on a sorti, j'ai mis un de ces morceaux et ça n'a pas marché vraiment parce que c'est un morceau, il m'a dit, ce morceau-là, il est bien, mais ça a écouté, quoi. Ça a écouté chez soi, voilà, c'est pas mixé. Et il a raison. Donc, du coup, tous ces morceaux qui sont pas vraiment mixables, entre guillemets, quoi, je vais m'en servir aussi pour l'album, quoi. Et alors pour les parce que bon, il y a beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de médias. Quels sont ceux que tu privilégies si on veut te suivre, si on veut écouter ta musique? Moi, je fonctionne énormément, je suis vieux, hein, donc j'ai eu du mal avec Instagram, hein, j'ai eu beaucoup de mal. Donc du coup, je fonctionne beaucoup avec Facebook qui est un peu, comment dire, démodé entre guillemets, mais au moins je le comprends, quoi, tu vois. Et donc de Facebook, si tu veux, moi j'ai toujours un Mixcloud, un SoundCloud qu'on a ouvert, je l'avais pas le SoundCloud, mais on l'a ouvert pour le label. Et mon manager m'a mis partout. Il m'a mis partout. Il m'a mis partout, c'est lui qui met les billes, quoi, en fait. S'il y a un mot de la fin ou quelque chose que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé, ce serait quoi? Rave On. La musique électronique, elle est pas prête de mourir, hein. Je m'en souviens quand on a commencé, il disait que c'était un feu de paille. Regarde le feu de paille. Ouais, ça fait plus de 30 ans, ouais. Bah, écoute, Joanne, ça a été un vrai plaisir de te parler un petit peu. Merci Actarus de nous avoir mis en contact. Merci au Bistro Campa pour le super accueil. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.